Elle m'a mis dans la friend zone, puis a totalement disjoncté quand j'ai trouvé une petite amie. Tu n'as pas le droit de me remplacer, a-t-elle hurlé tout en vandalisant ma moto. Alors, je l'ai obligée à payer pour ça. Salut Reddit. Alors, cette fille m'a rejeté, m'a tenu en laisse pendant 3 ans, puis a essayé de réduire ma vie en cendres à la seconde où j'ai trouvé mieux. Prenez votre popcorn et profitez du spectacle. Je m'appelle Milo, j'ai 25 ans, un homme. Je travaille dans la certification de sécurité aérienne chez l'un des sous-traitants aérospatiaux à Huntsville. Je révise la documentation de conformité des logiciels de vol, en m'assurant que tout répond aux normes fédérales, avant que cela ne soit intégré dans les systèmes réels des avions. Une seule case non cochée peut retarder une certification de 6 mois. C'est bien payé, et la sécurité de l'emploi est solide, car personne ne veut voir des avions tomber du ciel. Il y a une chose que vous devez comprendre sur cette industrie pour le reste de cette histoire, votre réputation professionnelle est une monnaie d'échange. Tout fonctionne à la confiance. Un signalement aux ressources humaines, un simple murmure de mauvaise conduite, et les portes commencent à se fermer avant même que vous ne sachiez qu'elles étaient ouvertes. Les collègues arrêtent de vous inclure dans les projets. Les managers prennent discrètement leur distance. Peu importe si l'accusation est vraie. L'association suffit. Rappelez-vous de ça. Ce sera important plus tard. J'ai rencontré Naomi lors de ma première semaine dans l'entreprise, quand j'avais 22 ans, fraîchement sorti de l'université avec un diplôme d'ingénieur aérospatial et aucune expérience pratique. Elle travaillait à la gestion des installations. Même bâtiment, étages différents. Quelques banalités à la machine à café du hall se sont transformées en véritables conversations. Échange de numéros. Des déjeuners 2 fois par semaine au bout d'un mois, avant que quelqu'un ne commence avec le cliché du canard qui attend son tour. Ce n'était pas ça. Pas au début. Nous avons construit ce qui ressemblait à une véritable amitié à double sens. Quand ma transmission a lâché sur ma Civic et m'a laissé en rade à Research Park un lundi matin, elle est venue pendant sa pause déjeuner et m'a passé les clés de sa voiture pour la semaine. Je n'ai pas hésité quand son appartement a été inondé à cause d'une rupture de canalisation à l'étage du dessus, j'ai passé tout un samedi à l'aider à déménager ses meubles dans un garde-meubles, et elle a dormi sur mon canapé pendant 3 nuits jusqu'à ce que les dégâts soient réparés. Quand sa voiture a été embarquée par la fourrière dans une zone de stationnement interdite confuse au centre-ville, je l'ai conduite au dépôt à 7 heures du matin un jour de travail. C'était mutuel. De vrais services, de vrais efforts, dans les deux sens. Mais Naomi n'était qu'une partie de ma vie, pas tout mon emploi du temps. Je suivais des cours de moto le week-end, j'allais à la salle de sport 4 jours par semaine, et j'avais mon propre cercle social avec Scott et quelques autres gars du travail. Je ne restais pas assis à attendre qu'elle m'envoie un texto. J'avais mes propres occupations. Environ 8 mois plus tard, je l'ai invitée à sortir. Directement, sans petit jeu. Nous nous promenions dans le parc Big Spring après avoir pris un déjeuner dans un food truck, et je lui ai dit que je l'appréciais plus qu'en simple amie et que je voulais l'emmener pour un vrai rendez-vous. Elle a fait ce truc où elle souriait, mais ses yeux devenaient un peu tristes, comme si je l'avais mise dans une position inconfortable en étant honnête. Elle a dit qu'elle tenait à notre amitié, qu'elle était dans une phase bizarre côté rencontre, et qu'elle avait un ex qu'elle n'avait pas totalement oublié et qui avait déménagé à Atlanta. Le timing était compliqué. Elle ne voulait pas gâcher ce que nous avions en se précipitant dans quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. Je l'ai pris au pied de la lettre. C'était juste. J'ai fait marche arrière sur le plan romantique, et je me suis engagé à la traiter comme une amie parce que c'est ce qu'elle avait demandé. Si elle changeait d'avis, elle le dirait. Sinon, cool. Ma carrière décollait. Je venais d'acheter une moto pour laquelle j'avais économisé. La vie était belle. C'est là que je vais être honnête sur ce que j'ai remarqué, mais sans agir sur le moment. La porte ne s'est jamais complètement fermée, et ce n'était pas accidentel. Elle m'appelait à 23h un mardi quelconque parce qu'un gars qu'elle voyait avait annulé ses plans, elle conduisait jusqu'à mon appartement, s'endormait sur mon épaule pendant un film, puis me serrait dans ses bras pendant 30 secondes à la porte et m'envoyait par texto « J'adore le fait de pouvoir toujours compter sur toi », avec un emoji cœur. Elle m'a invité au mariage d'un collègue en tant que cavalier parce qu'elle ne voulait pas y aller seule et devoir répondre aux questions. Elle m'a présenté à tout le monde comme ça de personne. Quand la tante du collègue a demandé si nous étions ensemble, elle a ri et a dit « Pas encore, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve ?» tout en pressant mon bras,
puis elle a posé sa tête sur mon épaule pendant les chansons lentes. J'ai tout enregistré. Chaque fois qu'elle touchait mon bras un instant de trop, chaque texto qui atterrissait quelque part entre amical et flirteur. Je n'avais juste pas le bon mot pour définir ce que c'était à 23 ans. Je l'ai classé sous elle hésite sincèrement au lieu de ce que c'était réellement, de la maintenance. Elle voulait que je reste intéressé, mais sans insister. À la 2e année, j'étais passé à autre chose mentalement. J'ai fréquenté quelques femmes, rien qui n'ait duré plus de quelques mois. Naomi avait toujours un avis sur elle. La première était un peu superficielle, comme si elle s'intéressait à toi juste parce que tu as une bonne situation. La seconde dégageait des ondes bizarres. Je ne pense pas qu'elle te comprenne vraiment. Elle présentait ça comme de la protection, un truc de meilleur ami, mais j'ai remarqué le schéma. Chaque femme pour laquelle je montrais de l'intérêt avait un défaut que seule Naomi pouvait voir. Il y avait aussi ce truc où elle avait soudainement besoin de moi à des moments très opportuns. Je mentionnais que j'avais un dîner galant un vendredi, et ce même vendredi après-midi, Naomi m'envoyait un texto disant qu'elle vivait une crise avec un projet au travail et me demandait si je pouvais la retrouver pour un café pour l'aider à y voir plus clair. Pile à 17h30, exactement quand je devais partir. J'allais au rendez-vous quand même, mais le timing n'était pas une coïncidence. C'est arrivé plus d'une fois. À l'époque, je pensais qu'elle avait des standards élevés pour moi. Maintenant, je sais qu'elle faisait barrage. Un soir, après qu'une fille que je voyais depuis 6 semaines a rompu par texto, Naomi est venue avec de la glace de cet endroit sur Clinton Avenue, et nous avons parlé pendant des heures. À un moment donné, elle a pris mes mains et a dit quelque chose dont je me souviens encore clairement, tu vas rendre quelqu'un si incroyablement heureux un jour. Et j'espère que, qui qu'elle soit, elle sait à quel point elle a de la chance de t'avoir trouvé. Longue pause, en me regardant dans les yeux. Je veux juste que tu sois toujours dans ma vie, peu importe ce qui arrive. Promets-le-moi. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit sonnait faux. Comme si elle me demandait de signer un contrat sans lire les petits caractères. Je ne vais nulle part, ai-je dit. Mais je ne peux rien promettre pour toujours. La vie change, les gens changent. Je serai là tant que ça aura du sens pour nous deux. Son expression a vacillé. Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait. Elle s'est vite reprise. Elle a dit, c'est juste. D'une manière qui montrait clairement qu'elle ne trouvait pas ça juste du tout. Avec le recul, c'était moi gardant une porte ouverte sans même réaliser que j'en aurais besoin. Mon colocataire, Scott, est celui qui a finalement mis des mots sur ce que je ressentais sans pouvoir l'identifier. Scott travaille dans la cybersécurité pour l'un des sous-traitants de la défense de l'autre côté de Redstone. Nous partagions un appartement de 2 chambres près de Research Park depuis mon arrivée à Huntsville. C'était un mardi quelconque, environ 3 ans après le début de mon amitié avec Naomi. Elle m'avait envoyé un texto pour me demander si je pouvais l'aider à déménager un canapé dans son nouvel appartement ce week-end-là, tout seul, sur 2 étages, parce que le gars qu'elle fréquentait à ce moment-là s'était bloqué le dos et ne pouvait pas l'aider. Son petit ami ne pouvait pas aider, alors son premier appel était pour moi, pour que je passe mon samedi à déménager des meubles pour une femme qui sortait avec quelqu'un d'autre. J'ai répondu, pas possible samedi. Tu devrais regarder sur TaskRabbit ou demander à la résidence s'ils ont une aide à l'emménagement. Certains endroits ont des accords avec des déménageurs locaux. Elle a répondu par un simple CAG et ne m'a pas envoyé de message pendant 3 jours. Quand j'en ai parlé à Scott, il a hoché la tête comme si j'avais enfin réussi un test. Bien, parce que j'allais dire quelque chose. C'est quand la dernière fois qu'elle a fait quelque chose pour toi qui n'était pas pratique pour elle? Genre, vraiment faire un effort particulier? J'ai commencé à répondre, puis je me suis arrêté. Impossible de trouver un seul exemple sur les 12 derniers mois. Tu es devenu une ressource qu'elle gère, a-t-il dit. Pas une amie avec qui il y a de la réciprocité. Grosse différence. Il a sorti quelque chose sur son téléphone pour prouver son point de vue. Rien que le mois dernier, elle t'a envoyé 11 textos. 9 d'entre eux étaient pour demander quelque chose ou se plaindre d'un mec. Les 2 autres étaient des réponses à des trucs que tu avais envoyés en premier. Tu lui as écrit 6 fois. 5 étaient des réponses. Il avait vraiment compté. Tout ce que j'avais remarqué sans faire le lien prenait soudainement sens. Comment elle annulait des plans avec moi si quelque chose de mieux se présentait, mais se fâchait si je n'étais pas disponible quand elle avait besoin de moi.
Comment elle devenait froide dès que je mentionnais un intérêt pour quelqu'un, mais s'attendait à ce que je sois son confident pour chaque gars qu'elle fréquentait. Comment c'était toujours moi qui conduisais vers son côté de la ville. Toujours moi qui réorganisais mon emploi du temps. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement commencé à créer de la distance, calmement. Je mettais plus de temps à répondre aux textos. Je disais non aux demandes. Je gardais les conversations plus courtes, j'arrêtais de me porter volontaire pour des choses. Puis j'ai rencontré Ruby. Ruby travaillait chez un autre sous-traitant, faisant de l'analyse structurelle pour les systèmes de propulsion. Intelligente comme tout. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence interentreprise sur la sécurité au Von Braun Center. Elle a renversé du café sur ma sacoche d'ordinateur pendant une pause réseau, s'est excusée profusément, et a insisté pour m'en acheter une nouvelle. Je lui ai dit que c'était un sac vieux de 4 ans venant de chez Target qui avait dû coûter $15. C'était vraiment sans importance. Elle a ri. D'accord, mais maintenant je vous dois un café au minimum. Appelez ça des réparations professionnelles. Ce café a eu lieu 2 jours plus tard. Elle est arrivée 5 minutes en avance. Nous avons parlé pendant 2 heures sans regarder nos téléphones. Quand nous sommes partis, elle a dit « J'ai passé un très bon moment. Refaisons ça. » Puis elle a envoyé un texto une fois rentrée chez elle, bien rentrée. Merci pour aujourd'hui. Cela s'est transformé en dîner la semaine suivante, qui s'est transformé en d'autres dîners, qui se sont transformés en quelque chose de réel en environ 6 semaines. Ruby était le genre de personne qui vous disait que votre chemise était à l'envers plutôt que de vous laisser vous balader en ayant l'air stupide toute la journée. Elle travaillait sur des voitures avec son père tous les dimanches, une vieille Camaro qu'il restaurait depuis 3 ans. Elle avait des opinions tranchées sur le barbecue, spécifiquement que le style texan était surcoté et que la sauce blanche de l'Alabama était sous-estimée. Elle riait de ses propres blagues avant la chute. La première fois qu'elle a rencontré Scott, elle l'a battu à Mario Kart 3 courses de suite et ne l'a pas laissé oublier ça pendant 1 mois. Il l'a respecté immédiatement. Il y avait aussi quelque chose chez Ruby que je n'ai pleinement apprécié que plus tard. Son cerveau d'ingénieur ne s'arrêtait pas en dehors du travail. Elle regardait les problèmes de la même manière qu'elle regardait les données de propulsion. Identifier ce qui ne va pas vraiment. Trouver quoi faire à ce sujet, puis le faire. Certaines personnes pourraient appeler ça de la froideur. J'appellerais ça la raison pour laquelle nous avons survécu à ce qui a suivi. J'étais heureux. Vraiment, sincèrement heureux. Et j'ai fait l'erreur de penser que Naomi serait heureuse pour moi. Quand j'ai mentionné Ruby lors d'un déjeuner dans un traiteur près du Space and Rocket Center, Naomi est devenue silencieuse, poussant une tomate dans sa salade. Sois juste prudent. Tu sais que tu t'attaches vite, et je ne veux pas te voir blessé à nouveau. Chose bizarre à dire. J'avais été blessé exactement une fois depuis qu'elle me connaissait. Une rupture mutuelle après 2 mois que j'avais digéré en 1 semaine. Au cours du mois suivant, Naomi a commencé à me contacter davantage. Des textos aléatoires à des heures bizarres, des invitations à des choses pour lesquelles elle savait que je serais occupé. Elle voulait rencontrer Ruby. Elle disait qu'il était important qu'elle approuve la personne que je fréquentais. La façon dont elle l'a formulé comme si elle avait un droit de veto sur mes relations aurait dû être un signal d'alarme de la taille d'un panneau d'autoroute, mais je me disais encore qu'elle était juste une amie protectrice. Ruby a accepté un café, nous 3. Poli en surface, mais Naomi a posé trop de questions sur le passé et la carrière de Ruby, où elle était allée à l'école, depuis combien de temps elle était à Huntsville, si elle prévoyait de rester à long terme. Cela ressemblait moins à une rencontre pour faire connaissance qu'à un entretien où Ruby n'avait pas postulé. Après, Ruby est restée silencieuse pendant quelques pâtés de maison. Puis, elle te regarde comme si tu étais à elle. Comme un objet qui a été égaré et qu'elle cherche à récupérer. Je ne pense pas qu'elle apprécie que tu ne sois plus disponible. J'ai dit qu'elle était probablement juste protectrice. Un truc d'ami de longue date. Ruby a dit, peut-être, d'une manière qui montrait clairement qu'elle n'y croyait pas une seconde. L'escalade a commencé environ 2 semaines après ce café et a suivi un schéma si net qu'on aurait pu en faire un graphique. D'abord est venue la culpabilité. Naomi demandant à me voir en tête-à-tête, et spécifiquement le samedi soir, un moment où elle savait que j'étais généralement avec Ruby parce que je l'avais mentionné en passant des semaines plus tôt. S'énervant quand je disais que j'avais des projets. Tu n'as jamais été aussi indisponible.
C'est comme si tu n'avais plus de temps pour tes vrais amis. J'ai souligné que j'avais l'habitude d'être célibataire avec plus de temps libre. Elle a lu le message, n'a pas répondu pendant 2 jours. Puis, ça me manque quand on se priorisait mutuellement. Avant que tout ne change, j'avais tapé quelque chose d'honnête. Quelque chose sur le fait que je n'avais pas changé, que j'avais juste arrêté d'être disponible 24h24 pour quelqu'un qui ne le remarquait que quand je n'étais pas là. Je l'ai effacé. Les textos mesquins ne règlent rien. Ils donnent juste des munitions aux gens. Puis un soir, elle a appelé à 22h30. J'ai vu le nom, posé le téléphone, et je suis retourné à ce que je faisais. Première fois que je ne décrochais pas volontairement. Je lui ai envoyé un texto le lendemain matin. J'ai vu que j'ai manqué ton appel. Tout va bien? Elle a répondu, ça doit être sympa de si bien dormir pendant que tes amis traversent des épreuves. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Ensuite sont venues les urgences fabriquées, une crise à 23h qui s'est avérée être une dispute avec sa mère à propos de choix de carrière. J'ai écouté pendant 20 minutes, offert une perspective, puis dit que j'avais besoin de dormir car j'avais une réunion tôt. Elle a semblé agacée quand elle a raccroché. Puis une batterie de voiture appela dans un centre commercial au sud, à 25 minutes de mon appartement. Un samedi soir où j'étais chez Ruby, à 40 minutes dans l'autre direction. Je lui ai dit d'appeler son assistance routière puisqu'elle l'avait via son assurance. Elle a dit qu'elle ne voulait pas les attendre. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre un Uber pour rentrer et s'occuper de la voiture le lendemain à la lumière du jour. Conseil standard. Waouh. D'accord. Agressivité passive maximale. Ce n'était pas de vrai problème. C'était des tests de disponibilité, et je les échouais exprès désormais. Puis elle a commencé à débarquer en personne. Samedi après-midi, Ruby et moi regardions un film en mangeant de la pizza dans mon appartement. Quelqu'un a frappé. J'ai ouvert la porte pour trouver Naomi avec des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré. Le curry vert que je commandais toujours. Surprise. J'étais dans le coin et je me suis dit que tu voudrais peut-être déjeuner. Elle a regardé derrière moi et a vu Ruby sur le canapé. Son visage s'est durci pendant une demi-seconde avant qu'elle ne sourie. Oh, salut. Je n'avais pas réalisé que tu avais de la compagnie. J'ai pris la nourriture, dit que nous étions au milieu de quelque chose. Elle s'est attardée à la porte pendant un moment inconfortable, attendant une invitation qui ne venait pas. Puis elle a dit qu'elle m'enverrait un texto plus tard et est partie. Ruby, un sourcil levé, est-ce qu'elle ignore l'existence des limites ou est-ce qu'elle s'en fiche juste? Définitivement la deuxième option. Le dernier test fut un message vocal. Sa voix tremblante, presque en pleurs. Et, je sais que les choses ont été bizarres ces derniers temps, mais j'ai vraiment besoin de toi maintenant. C'est important. S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu peux. J'ai appelé 20 minutes plus tard, inquiet que quelque chose n'aille vraiment pas. Elle a répondu en paraissant tout à fait normale. Aucune trace de la détresse du message vocal. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, elle a dit qu'elle avait résolu le problème, mais qu'elle appréciait que je prenne des nouvelles. Puis elle a essayé de bifurquer vers une longue conversation sur sa vie amoureuse et comment aucun des gars qu'elle rencontrait n'était à la hauteur. J'ai coupé court. Elle a soupiré de façon dramatique. Bien. Je suppose qu'on parlera quand tu auras du temps pour moi. Ce soir-là, j'ai exposé tout le schéma à Scott. Il n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. Elle teste combien elle peut encore extraire de toi. La question est, que se passe-t-il quand la réponse est rien? Les gens comme ça ne gèrent pas bien ce genre de choses. J'ai bloqué Naomi partout. J'ai changé ma routine pour ne pas utiliser la même machine à café ou le même parking. J'ai évité son étage complètement. Mais la veille du jour où j'ai appuyé sur le bouton pour bloquer, quelque chose est arrivé. Je l'ai croisée dans le hall principal. J'étais avec 2 collègues en route pour une réunion. Elle m'a vu de l'autre côté du hall et a fait un effort pour venir vers moi. Grand sourire, touchant mon bras devant eux. Et, l'étranger. On devrait se voir bientôt. J'ai l'impression de ne plus jamais te voir. Assez fort pour que mes 2 collègues entendent. Je lui ai répondu d'un ton plat, ouais, peut-être. Et j'ai continué à marcher. Mais j'ai vu ce qu'elle faisait. Construire une version publique de notre relation qui ne correspondait pas à la réalité.
Planter des témoins qui se souviendraient d'elle comme étant amicale, pas hostile. C'est là que je l'ai bloquée partout. 2 semaines de silence après le blocage. Je pensais qu'elle passerait peut-être à autre chose. Elle n'est pas passée à autre chose. C'est là que ça a cessé d'être agaçant pour devenir réellement dangereux. Elle s'en est prise à ma carrière. Marissa, une collègue qui était dans l'entreprise depuis environ 10 ans, m'a pris à part dans la salle de pause. Elle m'avait aidé à naviguer dans les règles non écrites quand j'étais nouveau. Je faisais confiance à son jugement. Elle a demandé si je connaissais une certaine Naomi aux services généraux. Puis son visage a pris une expression compliquée. Un mélange d'inquiétude et de prudence. Quelqu'un a parlé. J'ai entendu une rumeur circuler selon laquelle tu harcèlerais une femme dans le bâtiment, la suivrais partout, te présenterais à son bureau sans invitation, ferais des commentaires. J'ai eu l'estomac noué. C'est complètement inventé. Je ne lui ai pas parlé au travail depuis des semaines. J'évite activement son étage. Marissa m'a cru, mais elle n'a pas édulcoré la chose. Même une fausse rumeur RH peut coller assez longtemps pour gâcher les affectations, la confiance et l'image. Dans ce domaine, une enquête est une tâche, même quand tu es innocent. J'ai commencé à documenter le jour même. J'ai sauvegardé chaque texto avec Naomi, reconstitué une chronologie de 6 mois des interactions, et je me suis envoyé par email un résumé horodaté pour que le dossier ne puisse pas être contesté plus tard. J'ai demandé à Ruby, Scott et Marissa d'écrire chacun ce qu'ils avaient vu ou entendu, avec les dates. Marissa m'a remis le sien l'après-midi même. J'ai aussi extrait mes journaux d'entrée par badge du portail de sécurité du bâtiment. L'étage de Naomi n'y figurait pas une seule fois au cours des 3 dernières semaines. Dossier vierge. Pendant que tout cela se passait, le groupe d'amis se retournait déjà contre moi. En l'espace de 2 semaines, des amis communs des événements professionnels ont commencé à être froids, évitant le contact visuel à la cafétéria, ne répondant pas aux messages du chat de groupe. J'ai envoyé un message au groupe pour un basket le jeudi et je n'ai reçu aucune réponse. Un gars avec qui j'avais déjeuné plein de fois est passé devant moi dans le couloir, a regardé son téléphone et a continué son chemin. Un gars nommé Anthony, avec qui je jouais au basket près de Montsano, m'a finalement dit ce qui se passait, il m'a pris à part après un match et a dit qu'il avait entendu dire que j'avais assez maltraité Naomi. Quand j'ai insisté pour avoir des détails, il est resté vague, disant juste qu'elle avait parlé et semblait vraiment blessée. Quelle chose ? Nous n'avons jamais été ensemble. Nous ne sommes jamais sortis ensemble. J'ai dit exactement ça à Anthony. D'un ton plat, sans émotion. Nous n'avons jamais été ensemble. Je l'ai invitée à sortir une fois il y a 3 ans. Elle a dit non. Je suis passé à autre chose. C'est toute l'histoire. Si elle raconte autre chose aux gens, elle ment. Il n'a rien dit pendant une seconde. Puis il a hoché la tête comme s'il rejouait ce que Naomi lui avait dit face à ce que je venais de dire, et que le compte n'y était pas. Ruby a pris la nouvelle comme quelqu'un qui avait déjà vécu ça. Elle avait eu sa propre version à l'université. Un gars qui ne supportait pas d'être rejeté et qui a essayé d'empoisonner toutes les amitiés communes par la suite. Elle n'a pas perdu de temps à être bouleversée. Elle est passée directement en mode réparation. Arrête tout contact. Pas de réponse, pas de conversation au travail, pas d'explication, rien qu'elle ne puisse déformer en autre chose. Puis elle s'est assise devant son ordinateur portable. En 1 heure, elle a changé tous les mots de passe, activé la double authentification sur tout, verrouillé ses réseaux sociaux, et créé un dossier cloud partagé pour les captures d'écran et la documentation. Elle a nommé le dossier les grands succès de Naomi. Puis elle m'a regardé et a dit, tout va là-dedans avec les dates. Si ça va au juridique, on ne va pas se démener pour se rappeler ce qui s'est passé quand. On aura déjà tout organisé. Premier téléchargement, l'avertissement de Marissa avec la date et l'heure exacte, plus les journaux d'entrée par badge montrant que je n'avais pas été à l'étage de Naomi. Ensuite, le compte fictif a commencé à cibler Ruby. Des messages Instagram de profil tout neuf, pas de photos, des noms d'utilisateurs génériques, des avertissements vagues sur ma moralité. Certains mentionnaient des détails qu'une personne lambda ne connaîtrait pas, ma résidence, la moto, des détails qui prouvaient que c'était quelqu'un qui me connaissait vraiment. Ruby m'a montré le premier immédiatement. Nous avons bloqué le compte ensemble. D'autres ont suivi la semaine suivante sur différentes plateformes. Même schéma. Elle n'avait pas peur, elle était juste agacée.
C'est pathétique. Sincèrement, profondément pathétique comme comportement. Ma moto, une Kawasaki Ninja 4 Sense de 2019, achetée d'occasion à un gars de Madison. Je la prenais pour aller au travail quand la météo coopérait. Je la gardais sur ma place attitrée dans le parking de l'appartement. Premier incident, pneu avant crevé, coupure nette dans le flanc, pas une crevaison due à des débris de route. Signalé à la gestion de l'immeuble. Ils ont vérifié leur caméra, mais ont dit que l'angle ne couvrait pas ma place. J'ai remplacé le pneu de ma poche. $160 plus le temps pour le faire. Deuxième incident, 9 jours plus tard. Rayure profonde et méthodique à la clé. Sur tout le côté gauche du réservoir et du carénage. Quelqu'un a pris son temps pour faire ça. J'ai obtenu un devis du carrossier. Plus de $800 pour repeindre et remettre à neuf. Celui-là a fait mal. Scott et moi avons installé une sonnette Ring, plus une caméra supplémentaire couvrant le parking cette même semaine. Si la résidence n'allait pas couvrir l'angle, nous le couvririons nous-mêmes. L'installation n'était pas parfaite, partiellement bloquée par un pilier, mais elle captait l'emplacement de ma moto depuis une direction. Le troisième incident est survenu 6 jours après l'installation des caméras. Quelqu'un s'est approché de ma moto à 2h15 du matin et a versé quelque chose sur la selle. La caméra a capté une silhouette dans un sweat à capuche sombre, visage partiellement caché, mais la corpulence et les mouvements étaient familiers. La silhouette a levé les yeux à un moment, vérifiant peut-être s'il y avait des témoins, et la caméra a capté environ la moitié d'un visage dans les lumières du parking. C'était Naomi, bien sûr. Scott a amélioré les images avec un logiciel qu'il utilisait pour le travail. On ne pouvait pas le prouver avec une certitude absolue devant un tribunal, mais la taille correspondait, la carrure correspondait, la démarche correspondait. Elle portait une veste vert olive distinctive avec un écusson spécifique sur l'épaule que je l'avais vu porter des dizaines de fois. Le lendemain matin, une note pliée glissait sous mon rétroviseur. 3 mots dans une écriture que je reconnaissais. Je te manque déjà ? Je l'ai photographiée avec mon téléphone avant de la toucher, en m'assurant que l'horodatage et les données de localisation étaient visibles dans les propriétés de l'image. Puis j'ai mis l'original dans un sac Ziploc et je l'ai rangé dans un dossier que je gardais dans ma table de nuit. À partir de ce moment-là, je n'ai partagé que des copies. L'original est resté intact. J'ai tout ajouté au dossier, déposé une plainte à la police ce jour-là, apporté les images, la note, la documentation de tous les incidents précédents, les captures d'écran des messages fictifs envoyés à Ruby. L'officier a dit que le vandalisme avec ce genre de schéma d'escalade indiquait généralement une situation plus grave et a demandé si je savais qui pouvait être derrière tout ça. Je lui ai parlé de Naomi, de l'historique, des retombées, des messages, de l'escalade. Il a tout noté et m'a donné un numéro de dossier. Il a dit de rappeler immédiatement si quoi que ce soit d'autre arrivait. Ruby est venue avec moi au poste et a assisté à tout ça. Sur le trajet du retour, elle est restée silencieuse 1 minute. Puis, tu as besoin d'un avocat maintenant. Ça ne va pas s'éteindre tout seul. Elle avait raison. Marissa m'a mis en contact avec un avocat nommé Caleb via le cabinet d'avocats de sa sœur au centre-ville. Je l'ai rencontré ce samedi-là et j'ai tout exposé. Il m'a dit que j'avais des motifs solides pour une ordonnance de protection, mais il m'a prévenu. Obtenir l'ordonnance est la première étape. Les gens comme ça la violent généralement au moins une fois parce qu'ils ne croient pas que les conséquences s'appliquent à eux. Documenter tout à partir de maintenant. Il a dit, laissez ces caméras tourner. Quand elle violera l'ordonnance, et elle le fera probablement, nous utiliserons cela pour demander des poursuites pénales. J'ai posé des questions sur la situation au travail et les rumeurs. Il a dit que des déclarations diffamatoires spécifiques qui nuisent à ma réputation professionnelle pourraient être un motif pour une plainte en diffamation, mais d'abord l'ordonnance de protection, une chose à la fois. Il a envoyé une lettre de mise en demeure le lundi suivant. La mise en demeure l'a rendu pire. Au contraire, c'était pour elle la confirmation qu'elle avait encore un effet sur moi. 3 jours après la date de réception supposée, un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu penses vraiment qu'un bout de papier va me faire partir après tout ce que j'ai fait pour toi ? Après tout le soutien que je t'ai apporté ? Tu vas le regretter. Capture d'écran. Transféré à Caleb. Classé. Caleb m'a rappelé dans l'heure. Instruction claire. Arrêter tout contact direct. Ne pas répondre aux numéros inconnus.
Tout faire passer par lui à partir de maintenant. Et notez chaque numéro inconnu qui envoie un texto ou appel avec la date et le contenu, même si je ne décroche pas. Il a dit que le texto de menace nous aidait en fait. Il montrait qu'elle connaissait la limite légale et s'en fichait. Cette même semaine, une femme qui disait travailler au siège m'a contacté via LinkedIn pour me demander mes disponibilités professionnelles pour une nouvelle opportunité. Quelque chose semblait bizarre dans la formulation. Je n'ai pas répondu, mais j'ai cherché le nom. Aucune personne de ce nom n'existait dans l'entreprise qu'elle prétendait représenter. Le profil LinkedIn était tout neuf avec 0 connexion. Puis mon manager m'a appelé dans son bureau, porte fermée. Quelqu'un avait déposé un signalement anonyme à la ligne éthique de l'entreprise, affirmant que j'avais un conflit d'intérêts impliquant une relation personnelle avec un représentant d'un fournisseur. Invention complète. Je n'interagissais pas avec les fournisseurs. Je parlais à peine à quiconque en dehors de mon équipe de conformité immédiate, mais un signalement anonyme exigeait une enquête. Politique de l'entreprise, pas d'exception. Les RH m'ont fait asseoir dans une salle de conférence et m'ont posé une série de questions sur mes relations de travail et les conflits potentiels. J'avais tout prêt. La mise en demeure, le rapport de police, la chronologie complète, j'ai tout étalé sans devenir émotif. Je leur ai tout montré. L'expression de la représentante RH a changé en examinant ma documentation. C'est un contexte utile. Nous devrons terminer l'enquête de toute façon, mais ceci est très utile. 2 semaines pour me blanchir. 2 semaines de regard en coin de la part de gens qui ne savaient pas ce qui se passait, mais savaient que les RH m'avaient convoqué pour une réunion à huis clos. Pendant ces 2 semaines, j'ai changé ma façon de me déplacer dans le bâtiment, gardé toutes les conversations dans des zones ouvertes, évité d'être seul dans les couloirs ou les cages d'escalier, surtout près de l'étage des installations. J'ai commencé à sauvegarder chaque invitation à une réunion et chaque journal de présence, afin d'avoir un enregistrement vérifiable de l'endroit où je me trouvais pendant les heures de travail. Cela semblait extrême. Cela semblait aussi nécessaire. Même une enquête classée laisse une trace dans cette industrie. Les gens se souviennent que vous avez fait l'objet d'une enquête. Ils oublient que vous avez été blanchi. Votre nom est discrètement retiré des projets. C'était la partie qui me mettait le plus en colère dans tout ça. La menace sur ma carrière. Parce que tout le reste pouvait être réparé ou remplacé. Une réputation professionnelle dans l'aérospatiale, une fois qu'elle se fissure, ne revient parfois jamais. Puis est venue la confrontation dans le parking. Jeudi soir, parking à moitié vide avec des gens autour. J'ai entendu mon nom derrière moi. Naomi se tenait près des ascenseurs, bras croisés, bloquant le chemin le plus direct vers ma voiture. Elle avait l'air d'avoir attendu. Il faut qu'on parle. Assez fort pour qu'un gars montant dans son camion 2 rangées plus loin lève la tête. J'ai arrêté de marcher. Je ne me suis pas approché. Non, on ne parle pas. Tu as reçu la lettre. C'est fini. La lettre? Elle a ri. Rien de drôle là-dedans. Tu m'envoies des avocats? J'étais là pour toi quand personne d'autre ne l'était. Et c'est comme ça que tu me remercies. Elle a fait un pas vers moi. J'ai gardé mes distances. Tu dois partir. Je n'aurai pas cette conversation. Tu ne décides pas de ça. Tu n'as pas le droit de juste me remplacer et de faire comme si je n'existais pas. J'appelle la sécurité. J'ai sorti mon téléphone. Elle m'a fixé pendant un long moment, quelque chose de laid dans le regard. Puis elle s'est tournée et a marché vers la cage d'escalier opposée comme si elle avait prouvé son point de vue. J'ai appelé la sécurité du bâtiment de toute façon, obtenu les noms de 2 témoins qui avaient tout vu. La sécurité a confirmé que les caméras du parking couvraient cette section et a dit qu'ils conserveraient les images sous mon numéro de dossier existant. J'ai tout ajouté au dossier. Les comptes fictifs ont continué à cibler Ruby aussi. Nous avons commencé à remarquer des indices, car la personne derrière n'était pas aussi maligne qu'elle le pensait. Les mêmes phrases inhabituelles apparaissant sur des comptes soi-disant différents. L'un d'eux a gaffé et a fait référence à l'horaire de travail de Ruby, quelque chose que seule une personne l'observant pouvait savoir. Un autre a été créé quelques minutes après que Naomi a consulté les publications de Ruby via ce qui s'est avéré être le compte d'une connaissance commune. Comment Ruby a-t-elle découvert cette partie? Parce qu'une amie à elle de l'université, quelqu'un qui vivait maintenant à Birmingham,
l'a contacté pour demander pourquoi cette femme nommée Naomi lui envoyait des messages pour poser des questions sur Ruby. L'ami trouvait ça flippant et voulait prévenir Ruby. Ruby a ajouté tout cela à notre dossier partagé avec une note qui disait « Schéma numéro 14 ». La même personne devient négligente. Naomi s'est aussi pointée à la salle de sport de Ruby, un petit studio de fitness à Madison où elle allait depuis des années. Elle a dit au personnel de l'accueil qu'elle était une collègue de Ruby et a demandé à quelle heure Ruby venait habituellement pour lui faire une surprise pour son anniversaire. Le personnel l'a mentionné à Ruby la fois suivante où elle est venue. L'anniversaire de Ruby était dans 4 mois. Elles n'avaient jamais travaillé ensemble. Un soir, Ruby était sur le tapis de course et a levé les yeux pour voir Naomi assise sur un banc de musculation à travers la salle, juste assise là à la regarder. Ruby a dit que leurs yeux se sont croisés pendant environ 2 secondes avant que Naomi ne détourne le regard, l'air de rien, comme si elle se reposait juste entre des séries qu'elle ne faisait jamais. Ruby ne l'a pas confrontée, a fini son entraînement à un rythme normal pour ne pas montrer de peur, a documenté l'heure et la date sur son téléphone dans les toilettes, et est partie par une autre sortie. Elle a raconté au personnel de l'accueil ce qui s'était passé en sortant. Ils ont proposé de rédiger une note d'incident, ce qu'ils ont fait. Elle a vérifié ses rétroviseurs pendant tout le trajet jusqu'à mon appartement. Elle me l'a raconté ce soir-là chez moi. Sa voix était calme, mais je sentais qu'au fond, elle était secouée. Ce n'était plus des messages en ligne. C'était de la surveillance en personne. Quand j'ai commencé à m'excuser de l'avoir entraînée là-dedans, elle m'a coupé. Tu ne l'as pas créé. Arrête de t'excuser pour les choix de quelqu'un d'autre. On gère ça et on avance. C'est tout. Cet incident à la salle de sport a été directement ajouté à la demande d'ordonnance de protection comme preuve de harcèlement. 3 jours avant l'audience, un dernier message d'un autre numéro jetable, tu aurais pu avoir quelqu'un qui te comprenait vraiment, quelqu'un qui était là depuis le début. Au lieu de ça, tu l'as choisi elle. Profite bien de voir tout s'effondrer. Sauvegarder, donner à Caleb. Il a hoché la tête parce que c'était exactement ce dont nous avions besoin. L'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu un jeudi matin début novembre. Naomi s'est présentée avec son propre avocat. Elle avait l'air différente de ce dont je me souvenais de notre époque amicale. Plus maigre, fatiguée, comme si elle ne dormait pas bien. Son avocat a essayé de me dépeindre comme un ex-obsessif inventant des choses. Il a suggéré que c'était moi qui la poursuivais, que je ne supportais pas le rejet, que j'utilisais le système judiciaire comme une arme pour intimider une femme qui voulait simplement de la distance. Caleb a exposé notre chronologie pièce par pièce, comme un homme qui avait déjà fait ça et savait exactement comment dresser un tableau pour un juge. Il a remis un classeur à onglet avec code couleur, indexé avec une chronologie imprimée sur les 2 premières pages et des impressions de capture d'écran derrière chaque onglet. Le juge l'a feuilleté pendant que Caleb le guidait à travers chaque section. 3 ans d'historique de texto tracé sur un graphique simple. Naomi me contactait 4 fois pour chaque fois où je le faisais, passant à 8 pour un après que j'ai commencé à sortir avec Ruby. Les fausses urgences qui étaient en réalité des tests de disponibilité. La mise en demeure à laquelle elle a répondu par des menaces. Les images de caméra d'une personne correspondant à sa description près de ma moto à 2h15 du matin. La note manuscrite comparée à une carte qu'elle m'avait donnée des années plus tôt. La correspondance était évidente depuis l'autre bout de la pièce. La confrontation dans le parking soutenue par 2 déclarations de témoins. Les comptes fictifs harcelant Ruby créés quelques minutes après que Naomi a consulté ses publications. L'un utilisant une phrase identique à quelque chose que Naomi m'avait envoyé par texto des mois plus tôt. La fausse plainte éthique déposée la même semaine que la mise en demeure. Caleb s'est assuré que le juge remarque ce timing. La visite à l'accueil de la salle de sport sous un faux nom. Le harcèlement à la salle de sport attesté par des membres qui ont vu une femme assise sur les équipements sans jamais les utiliser. Le juge a demandé directement à Naomi si elle avait créé les comptes fictifs envoyant des messages à ma petite amie. Son avocat lui a conseillé de ne pas répondre. Le juge a noté le refus pour le dossier. Il a demandé si elle avait été à la salle de sport à Madison à la date en question. Son avocat a fait objection. Rejeté. Elle a admis qu'elle y avait été mais a plaidé la coïncidence. Elle avait entendu dire que c'était un bon établissement. Le juge l'a regardé pendant un long moment sans rien dire. Ordonnance de protection accordée. Ordre de non-contact sur plusieurs années. Pas de contact avec moi, Ruby, ou nos familles par quelque moyen que ce soit.
Interdiction d'approcher de nos domiciles ou lieux de travail. Pas de tiers. Pas de faux comptes. Mais nous n'avions pas fini. Caleb a intenté un procès civil pour harcèlement, dommages matériels et diffamation. Les réparations de la moto s'élevaient à elles seules à plus de 2,000 $ entre le pneu, la peinture et le remplacement de la selle. La fausse plainte éthique avait nui à ma réputation dans une entreprise où la réputation est tout. 2 semaines à être traité comme un suspect dans un endroit où j'avais travaillé pendant 3 ans sans le moindre problème. Ce qu'elle a fait a eu des coûts réels et elle devait les payer. L'affaire s'est réglée à l'amiable 4 mois plus tard. Elle a accepté de payer intégralement les réparations de la moto, plus des dommages et intérêts supplémentaires qui couvraient mes frais juridiques et même plus. Le paiement est passé par les avocats à une date butoir. Aucun contact personnel. Je ne peux pas partager les chiffres exacts en raison d'une clause de confidentialité, mais c'était équitable. Je ne lui ai plus jamais parlé après l'audience. L'ordonnance de protection a tenu. Certains amis communs m'ont contacté après. Certains se sont excusés. D'autres étaient juste curieux. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Les gens qui comptaient connaissaient déjà la vérité. Ruby et moi avons emménagé ensemble environ 6 mois plus tard. Résidence plus récente, bonne sécurité, caméra fonctionnelle. Quand je lui ai demandé une fois pourquoi elle n'était pas simplement partie quand les choses ont mal tourné, elle m'a regardé comme si j'avais posé une question stupide et a dit « Parce que tu n'as pas causé ça, et je ne pars pas quand les choses deviennent difficiles juste parce que quelqu'un d'autre agit comme une folle. » Scott a gardé le vieil appartement et a finalement pris ce chien dont il parlait. Ma carrière s'est totalement rétablie. L'enquête éthique n'a rien donné. Les RH ont noté que la plainte avait été faite de mauvaise foi et Marissa s'est assurée que les bonnes personnes aient la vraie version de l'histoire. Dans l'aérospatiale, votre réputation vous suit partout. La mienne a survécu intacte. J'y pense parfois. À quel point je suis passé près d'être le gars qui reste là indéfiniment. Attendant quelqu'un qui n'allait jamais me choisir, mais qui n'allait jamais me laisser choisir quelqu'un d'autre non plus. Aurais-je dû tracer la ligne plus tôt? Absolument. J'ai passé trop de temps à être poli quand j'aurais dû être direct. C'est ma faute. Mais sa réaction à la perte de son accès à moi n'était pas ma faute et n'était pas ma responsabilité. Caleb m'a dit que la plupart des gens dans ma situation attendent trop longtemps. Ils pensent que ça s'arrêtera tout seul. Ils pensent que la documentation est exagérée jusqu'à ce qu'ils en aient besoin et ne l'est pas. J'ai eu de la chance. Un colocataire qui a dénoncé la situation. Une petite amie qui n'a pas fui et a eu l'instinct de monter un dossier avant même que nous sachions que nous en aurions besoin. Être le plan B de quelqu'un, ce n'est pas de l'amitié. C'est une cage que vous construisez vous-même. Bien sûr, je m'en occupe à la fois. Une limite que vous laissez glisser à la fois. Restez vigilants, les gars.